Le vieil homme s'effondra sur le sol du concessionnaire, son cœur serré par une douleur fulgurante. Et personne ne bougea. « Aidez-le !» Bon sang, hurla une jeune femme depuis l'entrée. Mais les vendeurs détournèrent le regard, trop occupés par leurs clients fortunés. Le lendemain, la porte claqua avec violence, et une silhouette féminine imposante entra. Un contrat à la main, l'entreprise était à elle. Et les coupables allaient payer. Coralie fixait le reflet de son visage fatigué dans le rétroviseur de la vieille Fiat garée devant le concessionnaire Auto Prestige à Barcelone. À 28 ans, avec ses cheveux blonds ondulés cascadant sur ses épaules et ses yeux verts remplis d'une mélancolie persistante, elle se sentait piégée dans cette vie qu'elle n'avait pas choisie. Originaire de France, elle avait suivi son père à Madrid après le divorce de ses parents, espérant reconstruire une famille brisée. Mais la réalité était cruelle, elle travaillait comme assistante administrative dans ce garage de luxe, entourée d'hommes arrogants qui la traitaient comme une simple décoration. Ce matin-là, le soleil catalan inondait les rues animées de l'Eixample, où les touristes flânaient entre les bâtiments modernistes de Gaudí. Coralie ajusta son chemisier blanc, inspira profondément et entra dans le bâtiment vitré. L'air conditionné la frappa comme une gifle froide, contrastant avec la chaleur extérieure. Son patron, Senor Ramirez, un homme bedonnant d'une cinquantaine d'années aux moustaches grisonnantes, trônait derrière son bureau, dictant des ordres à ses subalternes. « Coralie, ma petite, apporte-moi un café » lança-t-il sans lever les yeux de son écran. Elle serra les dents, habituée à ces diminutifs qui la rabaissaient. Mais aujourd'hui, quelque chose bouillonnait en elle. Son père, un vieil homme de 70 ans, ancien mécanicien français émigré en Espagne, devait venir pour une simple révision de sa voiture. Il avait économisé pendant des mois pour cela. Mais Coralie savait que les vendeurs ici ignoraient les clients modestes. Lucie, en revanche, était tout le contraire de cette routine oppressante. Elle s'était rencontrée par hasard, 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au MACBA. Lucie, 35 ans, avec ses cheveux courts et noirs comme l'ébène, son regard perçant et sa silhouette athlétique moulée dans des tailleurs chics, était une entrepreneuse française installée à Barcelone. Elle gérait une chaîne d'hôtels-boutiques, héritée de sa famille, et irradiait une confiance que Coralie enviait secrètement. Leur première conversation avait été électrique, un débat passionné sur l'œuvre de Frida Kahlo, qui s'était prolongé jusqu'à l'aube sur une terrasse surplombant la mer. Depuis, leur relation avait fleuri en secret, faite de rendez-vous volés dans les ruelles du Bari gothique, de baisers passionnés sous les arches gothiques, et de confessions murmurées au clair de lune. Lucie représentait la liberté, l'amour interdit dans ce monde conservateur, mais aussi une force qui intimidait Coralie. « Tu mérites mieux que ce travail ingrat » lui disait souvent Lucie, ses lèvres effleurant l'oreille de Coralie. Mais Coralie hésitait, attachée à son père, ce vieil homme fragile qui l'avait élevé seul après la mort de sa mère. Le téléphone sonna, tirant Coralie de ses rêveries. C'était son père. « Ma chérie. J'arrive dans 10 minutes. Ma voiture tousse comme un vieux fumeur. » Elle sourit malgré elle, imaginant son accent français mêlé à l'espagnol. Mais quand il entra, courbé par l'âge, son chapeau usé sur la tête et sa canne à la main, les vendeurs l'ignorèrent superbement. Un couple riche, en quête d'une Porsche flambant neuve, monopolisait l'attention. Coralie s'approcha. Mais Ramirez la retint, laisse-les faire leur boulot. Ton père attendra.
Le cœur de Coralie se serra. Elle vit son père s'asseoir sur un banc inconfortable. Le visage pâle, essuyant la sueur de son front. Soudain, il porta la main à sa poitrine. Son souffle se fit court. « Papa » cria-t-elle, se précipitant vers lui. Il glissa au sol, les yeux vitreux. Les vendeurs jetèrent un regard distrait. Mais personne ne bougea. « Appelez une ambulance » hurla Coralie. Les larmes aux yeux. Ramirez haussa les épaules, « C'est pas notre problème. On vend des voitures? Pas des soins médicaux. » Lucie arriva par miracle, alertée par un appel paniqué de Coralie. Elle entra en trombe, son aura imposante faisant taire la salle. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-elle d'une voix ferme, s'agenouillant près du vieil homme. Elle appela les urgences elle-même, tenant la main de Coralie pendant que les secouristes emportaient le père à l'hôpital. Ce soir-là, dans la chambre d'hôpital, Lucie serra Coralie contre elle. « Ils paieront pour ça » murmura-t-elle, ses yeux brillants de colère. Le diagnostic tomba comme un coup près, une crise cardiaque mineure, aggravée par le stress et l'attente. Coralie pleura dans les bras de Lucie, leur amour se révélant plus fort dans l'adversité. Mais une graine de vengeance germait dans l'esprit de Lucie. Elle, avec sa fortune et ses connexions, ne laisserait pas cet affront impuni. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Coralie. Son père se remit lentement à l'hôpital clinique de Barcelone, entouré de machines bourdonnantes et d'infirmières attentionnées. Elle passait ses soirées à son chevet, lui racontant des anecdotes de leur vie en France, évitant soigneusement de mentionner l'incident au concessionnaire. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Comment ces hommes avaient-ils pu ignorer un être humain en détresse? Lucie, de son côté, agissait dans l'ombre. Elle contacta ses avocats, des requins parisiens habitués aux acquisitions hostiles. Auto Prestige appartenait à une holding espagnole en difficulté financière, et Lucie flairait l'opportunité. « Je vais racheter cette entreprise » déclara-t-elle un soir à Coralie, alors qu'elle marchait main dans la main le long de la Rambla, sous les lumières festives. Coralie la regarda, stupéfaite. « Mais pourquoi? C'est risqué. Et puis... nous... » Lucie s'arrêta, tournant Coralie vers elle. Ses lèvres se posèrent doucement sur les siennes. Un baiser chargé de passion et de promesses. « Parce que je t'aime, Coralie. Et parce que personne ne traite les gens que j'aime comme ça. » Leur relation, jusqu'alors cachée, prenait une tournure plus profonde. Lucie révélait des facettes vulnérables, son enfance solitaire dans les châteaux de la Loire, son coming-out difficile dans une famille conservatrice, et comment Coralie avait ravivé son cœur endurci. Pourtant, des doutes assaillaient Coralie. Étaient-ce de l'amour ou de la pitié? Lucie était puissante, charismatique, et Coralie se sentait parfois éclipsée. Une nuit, alors qu'elle faisait l'amour dans l'appartement luxueux de Lucie surplombant la Sagrada Familia, Coralie murmura, « Et si tu me quittais après ça? Si c'était juste une aventure ?» Lucie la serra plus fort, traçant des lignes imaginaires sur sa peau nue. « Jamais. Tu es mon ancre dans cette mer agitée. » Mais le destin réservait des surprises. Ramirez, sentant le vent tourner, commença à harceler Coralie au travail. « Ton père n'avait qu'à pas venir ici comme un mendiant » lâcha-t-il un jour, la coinçant dans le bureau. Coralie se défendit. Mais il la menaça de licenciement. Pire.
Elle découvrit par hasard des emails. Ramirez complotait avec un collègue pour saboter la carrière de Coralie. Jaloux de son intelligence. C'était une trahison flagrante? Un couteau dans le dos. Lucie, apprenant cela, accéléra ses plans. En une semaine, elle négocia l'achat de la holding pour une somme astronomique, utilisant ses connexions dans les cercles d'affaires franco-espagnols. Le jour J arriva, elle entra dans le concessionnaire, escortée par des avocats. Ramirez blêmit en la voyant. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. Lucie sourit froidement, la nouvelle propriétaire. « Et vous ? Vous êtes viré. » Le chaos s'ensuivit. Les employés murmurèrent. Certains applaudirent en secret. Coralie, cachée dans l'ombre, observa la scène, le cœur battant. Mais une ombre planait, une ancienne amante de Lucie. Une femme nommée Isabella. Réapparut soudain. Italienne d'origine. Installée à Madrid. Elle contacta Coralie anonymement, envoyant des messages insinuant que Lucie n'était pas fidèle. Elle m'a promis le monde aussi. Avant de me briser, disait un texto. Coralie confronta Lucie ce soir-là, dans un restaurant romantique du port olympique. Les vagues clapotaient contre les quais, mais l'atmosphère était tendue. « Qui est Isabella » demanda Coralie, les yeux emplis de larmes. Lucie pâlit, avouant une liaison passée, terminée depuis des années. C'était avant toi. Je t'aime. Coralie. Mais le doute s'insinua, transformant leur idylle en un chant de mine émotionnelle. La trahison d'Isabella s'avéra plus profonde. Elle n'était pas seulement une ex-jalouse, elle travaillait pour un concurrent d'autoprestige, cherchant à discréditer Lucie pour torpiller l'acquisition. Des rumeurs circulèrent dans les milieux d'affaires barcelonais, Lucie aurait manipulé des chiffres pour acheter l'entreprise à bas prix. Coralie, déchirée, se retrouva au centre du tourbillon. Devait-elle croire Lucie? Ou les preuves fabriquées que Isabella lui envoyait? Les nuits devinrent agitées. Coralie errait seule dans les rues de Gracia, ce quartier bohème où les artistes peignaient des fresques murales sous les étoiles. Elle repensait à leur premier baiser, à la façon dont Lucie l'avait fait se sentir vivante. Mais la jalousie rongeait son âme. Un soir, elle confronta Isabella en personne, dans un café sombre. La femme, élégante avec ses cheveux roux et son sourire calculateur, lâcha. Lucie est une prédatrice. Elle t'utilise pour son image. De retour chez Lucie, une dispute éclata. Comment as-tu pu me cacher ça? Cria Coralie, jetant un vase contre le mur. Lucie, les larmes aux yeux, s'agenouilla. Je t'ai tout donné. Cette acquisition, c'était pour toi. Pour ton père. Leur amour, si passionné, se muait en un drame shakespearien. Elles passèrent la nuit à se déchirer, puis à se réconcilier dans les bras l'une de l'autre, leurs corps entrelacés comme un rempart contre le monde. Le haut trao survint lors d'une réunion d'actionnaires. Isabella apparut, brandissant des documents falsifiés. Ramirez, réembauché en secret par les anciens propriétaires, témoignait contre Lucie. La salle, dans un hôtel luxueux du Passec de Gracia, bourdonnait de tension. Coralie, invitée comme témoin, se leva soudain. C'est un mensonge, déclara-t-elle, révélant des preuves qu'elle avait recueillies en fouillant les archives du concessionnaire. Elle avait découvert que Ramirez avait détourné des fonds, et Isabella était complice.
La vérité éclata. La police fut appelée. Et les traîtres arrêtés. Lucie, blanchie, serra Coralie dans ses bras devant tous. Tu m'as sauvée, murmura-t-elle. Mais le coup émotionnel était élevé. Coralie se sentait épuisée, questionnant leur relation. Avons-nous un avenir, demanda-t-elle. Sous la pluie battante d'une nuit catalane. Lucie répondit par un geste, elle offrit à Coralie une clé de l'entreprise rénovée. Dirigeons-la ensemble. Pour les oublier. Comme ton père. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, émergea plus fort, teinté d'une humanité profonde. Elles décidèrent de transformer Auto Prestige en un lieu inclusif, embauchant des femmes et aidant les clients modestes. Pourtant, une dernière trahison les guettait. Le père de Coralie, guéri, révéla un secret, il avait connu Lucie dans sa jeunesse. En France. Elle était l'amie de ta mère, avoua-t-il. Coralie vacilla, imaginant une connexion cachée. Était-ce du destin ou une manipulation? La révélation du père frappa Coralie comme un ouragan. Assis dans son petit appartement de l'Ensanche, entouré de photos jaunies, il raconta, Lucie avait été une amie proche de sa mère défunte, une confidente lors de leurs années estudiantines à Paris. Elle t'a cherché après la mort de ta mère? Pour veiller sur toi, expliqua-t-il. Les yeux humides. Coralie se sentit trahie, Lucie avait-elle approché par pitié? Et non par amour? Elle confronta Lucie dans leur appartement partagé, désormais empli de souvenirs communs. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, hurla-t-elle. Les poings serrés. Lucie, vulnérable pour la première fois, s'effondra en larmes. J'avais peur de te perdre. Au début, c'était pour honorer une promesse à ta mère. Mais ensuite, je suis tombée amoureuse de toi. Vraiment. Leur dispute culmina en une nuit de confession, où elles déversèrent leurs peurs les plus intimes. Le lendemain, Coralie prit une décision. Elle quitta temporairement Barcelone, retournant en France pour réfléchir. À Paris, sous la tour Eiffel scintillante, elle erra, repensant à leur histoire. Les lettres de Lucie arrivaient quotidiennement, pleines de poésie romantique, évoquant Baudelaire et Rimbaud. Ton absence est un vide que rien ne comble, écrivait-elle. Finalement, l'amour l'emporta. Coralie revint, trouvant Lucie au concessionnaire, transformée en un havre pour tous. Elles s'embrassèrent sous les applaudissements des employés, scellant un pacte d'honnêteté. Le père de Coralie, témoin de leur union, sourit, l'amour vrai surmonte tout. Des mois plus tard, Auto Prestige prospéra, symbolisant la résilience. Coralie et Lucie se marièrent discrètement en France, dans un vignoble provençal, entourés d'amis. Leur histoire, marquée par la trahison et la rédemption, devint un témoignage d'humanité, même dans un monde impitoyable. L'amour entre deux femmes pouvait changer des vies. Mais le destin réservait une fin aigre-douce. Lucie, atteinte d'une maladie rare, s'affaiblit. Coralie veilla sur elle jusqu'au bout, tenant sa main comme Lucie l'avait fait pour son père. À la mort de Lucie, Coralie hérita de tout, dirigeant l'entreprise avec compassion. Elle fonda une association pour les personnes âgées ignorées, perpétuant leur héritage. Ainsi, dans les rues ensoleillées de Barcelone, leur amour perdurait, un phare de romantisme et d'humanité,
rappelant que même les blessures les plus profondes peuvent guérir par la force du cœur.